Bienvenue à tout le monde pour ce retour de chantier numéro 2 pour l'année 2022. Donc, on avait eu le plaisir il y a quelques semaines maintenant, 3 semaines à peu près, de vous présenter un peu le programme de l'année 2022 et la renaissance de notre cluster des bâtisseurs de futur. Et donc, comme promis, on va aller sur du concret aujourd'hui sur comment on construit demain concrètement à l'aide de nouvelles technologies et notamment aujourd'hui à l'aide aussi de la robotique. Et donc, on va avoir aujourd'hui un webinaire en présence de pas mal d'intervenants et en partenariat avec Robotics Place. Donc, déjà, je voulais remercier tous les intervenants et également Philippe Roussel de Robotics Place du temps qu'il a passé déjà à travailler ce webinaire avec nous. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans du concret sur comment la robotique travaille déjà finalement ou œuvre déjà pour la construction et donc d'aller dans des éléments de présentation très, très pratico-pratiques. Et puis, du coup, on va avoir plusieurs exemples de ces cas concrets, ceux que va nous présenter Philippe, mais également, je remercie également Jean-Baptiste et Elias, le fondateur d'Epure pour Elias et donc d'Alted pour Jean-Baptiste, qui vont aussi nous faire un petit focus sur deux cas concrets. Et puis on voguera vers les appels à projets et financement parce que tous ces projets-là et tous les projets qu'on peut imaginer aussi pour demain avec les entreprises de la filière bâtiment peuvent avoir besoin quelquefois de financement. Et là, Fred Domas nous fera un petit point sur les financements européens et notamment les financements à venir qui pourraient nous permettre de travailler sur justement la robotique au service de la construction. Et c'était le but de la dernière étape de ce webinaire, donc les échanges et les suggestions. Donc, ça va être voilà, des questions sur les cas concrets qui ont été présentés, mais aussi, pourquoi pas, si vous avez des problématiques dans votre quotidien autour des métiers de la construction, des choses qui pourraient être peut-être améliorées, peut-être être plus performantes, peut-être vous permettre d'être plus compétitif aussi, voilà, grâce à des technologies ou grâce à la robotique. C'est vrai que l'objectif, ça va être un peu de réfléchir autour de ça et ensuite de construire des projets avec vous. Donc, encore une fois, le but de cette dernière phase, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous sur les besoins et sur finalement peut-être les idées que les cas concrets présentés par Philippe et Jean-Baptiste et Elias pourraient vous donner. Sans plus tarder, du coup, je vais laisser la main à Philippe qui va nous parler de Robotics Place et qui va nous faire un petit état effectivement de tout un tas de projets qui existent aujourd'hui. Donc, je te laisse prendre le lead sur la présentation, Philippe. Voilà, normalement, ça a l'air de fonctionner pas mal. Parfait, merci Frédéric. Je peux commencer par une présentation rapide du cluster pour que vous sachiez un peu qui on est. Donc le cluster Robotics Place, c'est un cluster, donc une association qui a été créée il y a 10 ans par des entreprises à Toulouse. Et aujourd'hui, on est une centaine d'adhérents, 105 exactement, sur l'ensemble de l'Occitanie, ce qui représente 10 000 emplois et 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. La moitié de nos adhérents sont des PME, on a 15% de start-up, le reste sont donc des ETI et des gens qui sont dans le domaine de la recherche et de l'éducation, avec pas mal d'écoles d'ingénieurs. Et puis, parce que c'est eux qui nous financent, il faut quand même qu'on parle de la région Occitanie qui nous accompagne, quelques partenariats aussi avec la DRETS, la CCI, le Muretin et Toulouse Métropole. Je vais passer assez vite là-dessus. En termes d'organisation, pour nous, c'était intéressant de vous annoncer quand même que bon, on est Robotics Place, nous, centrés sur l'Occitanie, mais avec les autres clusters de France, on s'est associés tous ensemble pour faire la Fédération française des clusters de robotique, ce qui nous donne une stature nationale, qui nous permet de discuter avec les ministères, et puis qui nous permet aussi de mutualiser un certain nombre de projets. Et donc, le projet Europe Bâtir a été créé au départ dans la fédération pour aller au contact du marché du bâtiment. Et donc, la fédération est elle-même membre fondatrice d'un cluster mondial qui s'appelle Global Robot Cluster, qui a été créé à l'initiative de la Corée du Sud, qui nous a invités. Et donc, on était parmi les 5-6 membres fondateurs de ce cluster mondial. Aujourd'hui, le cluster en question compte 21 membres, 20 demain parce qu'on va exclure le cluster russe. On travaille aussi au niveau du GRC sur des projets internationaux pour la commercialisation de robots.
et en particulier dans le secteur du bâtiment. On a mis en place un groupe de travail avec Israël, Singapour, la Malaisie, Taïwan, sur lesquels on est en train de réfléchir actuellement sur comment est-ce qu'on va pouvoir développer la commercialisation de robots, donc de l'ensemble de ces pays partout. Et donc ça fait partie du programme RobBâtir dont je vous parlais. Un petit historique sur la robotique pour savoir d'où on vient en fait. La robotique, le premier robot qui a été installé dans le monde, c'est un robot qui a été installé chez General Motors en 1960. Et depuis, on est quand même extrêmement implanté dans le domaine de l'industrie. Et la robotique intervient principalement sur des métiers qui sont pénibles, répétitifs et dangereux. Et quand il y a 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser au marché du bâtiment, je me suis dit que le bâtiment, c'était un endroit où on pouvait trouver des métiers pénibles, répétitifs et dangereux. Et donc, je me suis demandé pourquoi on n'avait pas plus de robotique sur ce secteur-là. Et c'est comme ça que j'ai du coup lancé ce programme RobBâtir avec l'objectif justement de répondre aux besoins des professionnels du bâtiment. Et pour répondre aux besoins des professionnels, la chose, c'était qu'il fallait identifier les besoins des professionnels. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté la Fédération du bâtiment, la FFB, qu'on a commencé à organiser des réunions et qu'on a commencé à mieux se connaître, en fait. Parce que nous venant de l'industrie, on connaissait assez mal, en fait, le monde du bâtiment, on connaissait assez mal les besoins et ça nous semblait important de bien comprendre ce qu'on pouvait faire pour le secteur du bâtiment et pas créer des robots sans avoir contacté les gens qui étaient potentiellement utilisateurs. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'abord de faire un petit tour d'horizon de ce qui existe comme robot dans le secteur du bâtiment, un focus sur les solutions en France, un aperçu rapide de ce qui existe par ailleurs. Et il y a 2 présentations que je ne ferai pas, par contre, dans ma présentation. Ce sont les 2 qui vous sont faites par les entreprises qui sont présentes ici. Alors, dans les choses qui sont existantes, vous allez voir qu'on est sur des choses tout à fait pragmatiques, simples. Quand on parle de robotique dans le bâtiment, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois des fantasmes de gens qui disent on ne va pas construire des maisons avec des robots, etc. Mais si, en fait, simplement, les robots, il faut juste les considérer comme des outils. Et voilà, c'est une amélioration des outils existants. Par exemple, cette brouette électrique qui est pilotée avec une poignée haptique qui ressent le besoin d'effort, en fait, c'est un robot. C'est un robot, mais pour tout le monde, c'est une brouette, quoi. Donc, c'est juste une brouette un peu plus intelligente. Et ça, c'est un produit qui est déjà disponible sur le marché, que vous pouvez trouver chez Kiloutou, et qui peut permettre de transporter des charges plus lourdes que ce qu'on fait avec les systèmes classiques, et surtout d'éviter que les personnes qui s'en servent se blessent. Donc ça, c'est une société parisienne. Autre exemple, sur le traitement de façade, là on est sur des choses de plus grande envergure. Plutôt que soit pour faire du décapage, soit pour faire de la peinture, plutôt que de monter un échafaudage et de mettre aussi les gens dans des situations parfois difficiles, eh bien la société Pentop à côté de Lyon, elle a développé cette solution-là. Alors la spécificité de la solution, c'est qu'elle est encore un peu technique et du coup, ils ne vendent pas le robot, mais ils vendent la prestation. Et donc, c'est des systèmes qui peuvent s'installer à partir du moment où il y a une surface suffisamment grande de façade, parce qu'il y a quand même une journée d'installation avant de mettre le truc en œuvre. Et puis, c'est des techniciens spécialisés qui interviennent. Mais ça peut aussi être une solution qui va évoluer et qui deviendra dans quelques années une solution beaucoup plus facile à utiliser pour tout le monde. Mais dans un premier temps, voilà, la solution est proposée en tant que service. Une solution qui va bientôt être disponible, donc c'est un petit robot de peinture qui a été développé par une société lilloise qui s'appelle Les Compagnons. Et là, ce robot, donc, il peut faire du ponçage, de l'enduit et de la peinture. Et donc, il fonctionne, l'espèce de souffle que vous voyez en bas, c'est une espèce de soufflet en fait. Et le robot peut monter et descendre.
Simplement, il dépose de la peinture et donc ça, c'est un robot qui sera disponible avant l'été et sur lequel on a des communications qui vont arriver très bientôt. Donc, une solution tout à fait simple et basique également. Vous voyez, c'est un outil un peu plus évolué qu'un pinceau, mais qui peut répondre à pas mal de besoins quand il y a des grandes surfaces aussi à peindre. Une solution dont vous avez certainement tous entendu parler, c'est la partie impression 3D. Alors, sur la partie impression 3D, il y a une première solution qui est la solution à laquelle on pense plus facilement, qui a déjà été mise en œuvre dans certains pays. Je sais que les Chinois ont fait pas mal de communication là-dessus. Ça, c'est une société française, donc qui est dans les Hauts-de-France, et qui a carrément conçu un système complet. Donc, avec ce robot, donc avec le bras qui va aller déposer le ciment là où il faut, selon les plans qui ont été préétablis. Et donc, ils ont mis tout ça dans un conteneur et vous avez une solution complète donc, qui peut avoisiner les 500 000 euros. Et donc, ils ont commencé à mettre en œuvre les solutions. Ils ont commencé à faire quelques chantiers. Le premier chantier qu'ils ont, c'est qu'ils ont fabriqué leur propre bâtiment, ce qui est déjà intéressant. Et ils ont aussi une démarche qui me paraît intéressante, c'est qu'ils ont fait des accords avec des centres de formation, des CFA, où ils forment les jeunes étudiants à l'utilisation de ce robot. Et ce qu'il faut noter aussi sur ce genre de choses, c'est quand la préparation est bien faite par la société qui conçoit le robot, eh bien en fait l'intérêt c'est que c'est super simple à utiliser. Alors bien sûr, on est sur un système où les plans sont déjà numérisés, mais à partir du moment où toute la partie technique étude a été faite auparavant, l'installation du robot, la mise en œuvre, etc., ça peut aller extrêmement vite et c'est surtout très simple aussi à utiliser. Et dans l'impression 3D, il y a une autre solution qui est extrêmement intéressante également, c'est la solution qui est aujourd'hui, donc a été développée par un IUT de Nantes et qui est aujourd'hui donc exploitée par une société qui s'appelle Batiprint 3D. Et eux, le principe, c'est qu'ils n'impriment pas du béton, ils impriment l'isolant. C'est-à-dire qu'ils ont un système d'impression de mousse polyuréthane, de mousse expansive, et ils font les deux côtés isolants du mur. Et après, donc au fur et à mesure que le mur grandit, ils mettent des petits intercalaires pour maintenir la pression. Et après, ils coulent le béton à l'intérieur de ce coffrage qu'ils ont fait, les coffrages qui restent parce que c'est l'isolation de la maison. Et donc d'après ce qu'ils expliquent, en plus, c'est que ça permet de faire des architectures, comme vous voyez, avec les angles arrondis, qui ont des résultats beaucoup plus intéressants en termes de perte de chaleur. Il n'y a pas de pont thermique puisqu'il n'y a pas d'angle. Donc ça, c'est une maison qui a été construite en 2018 et qui est aujourd'hui habitée. Donc c'était une expérimentation. Et la société Batiprint a commencé à faire des premières maisons et ils ont un chantier bientôt de 5 maisons à construire. Donc pour l'instant, ils sont aussi en phase de démarrage. Ça veut dire qu'ils sont plutôt intervenant en tant que prestation pour montrer comment fonctionne leur système. Mais le prochain chantier qu'ils font, là, où ils vont construire 5 maisons dans une zone pavillonnaire, bien en fait, l'entrepreneur qui les fait intervenir va acheter le système à la fin du chantier. Donc, c'est le début de la commercialisation. Donc, on est en train d'entrer dans une nouvelle ère sur ce domaine-là. Et donc, ça y est, ça devient complètement opérationnel. Après, on a aussi des solutions qui sont plus dans le domaine de recherche encore, du concept, avec par exemple cette société à Toulouse qui a développé un système qui fonctionne selon le même principe, vous savez, que les fourmis. En fait, chaque outil, chaque robot est indépendant et en fonction de la charge de travail dont on a besoin, eh bien, en fait, ils vont s'associer à plusieurs pour finalement, vous voyez sur la partie en bas à droite du dessin, arriver à se mettre à 8, ils sont 6, pardon, à se mettre à 6 robots pour transporter un grand tube, etc. Donc ça, c'est des projets, c'est des technologies qui sont en cours de développement
Et donc la société en question, on est assez proche au niveau de Toulouse, est en mesure de s'adapter à des problématiques spécifiques du bâtiment et n'attend que en fait des informations sur à quoi ça pourrait être utilisé dans le domaine du bâtiment. Ils l'ont plutôt développé à l'origine dans le domaine de la logistique, dans des hangars, mais ça pourrait très bien s'adapter à des besoins du bâtiment. Il faut que vous qui avez l'expérience du chantier puissiez dire, tiens, bah, effectivement, dans cet environnement-là, pour ce type de besoin précis, ça pourrait nous être utile. Il faudrait peut-être juste modifier la taille des roues, faire un truc un peu plus grand, choses comme ça, et ça pourrait être utile. Donc c'est là où on a besoin d'échanger pour faire fonctionner ce partenariat entre les roboticiens et les gens du bâtiment. Alors, je vous ai fait un petit panel rapide d'autres solutions qui existent au niveau international. Et on voit qu'il y a des solutions qui sont assez variées, mais qui sont aussi parfois intéressantes. Donc, on a des solutions qui sont plutôt en haut à gauche, des solutions qui s'utilisent en atelier. Là, ce sont des robots qui assemblent des charpentes en atelier. Donc, les robots vont placer les bouts de bois, je vais me faire insulter par Elias après, mais mettre les différentes parties de la charpente qui sont assemblées. En atelier également, vous avez des entreprises qui ont développé des solutions pour fabriquer des murs en atelier. Là, c'est une société israélienne qui fait du l'enduit hein, sur les murs, donc enduit de plâtre. Celui-ci, Spot, il est assez célèbre. C'est un des robots de Boston Dynamics qui, voilà, sa particularité, c'est qu'il a 4 pattes et donc il peut se déplacer un peu partout, monter des escaliers, etc. assez facilement. Et du coup, on l'utilise souvent pour mettre des appareils de mesure sur le dessus. Donc, c'est l'utilisation qui est envisagée le plus dans le bâtiment. Et ça peut scanner donc un bâtiment et aller se déplacer dans l'ensemble du bâtiment en évitant les obstacles et en passant par les escaliers, en passant à travers des portes, c'est pas très gros. Un petit robot qui me paraissait assez intéressant parce que c'est pas un truc très compliqué, mais c'est juste pratique. C'est un robot globalement qui trace les cloisons, qui trace sur le sol les endroits où il doit y avoir des cloisons. Et ça, bah, ça permet de gagner du temps. Le robot, il a le plan BIM du bâtiment. Les murs extérieurs sont faits, il n'y a plus qu'à aller placer les cloisons. Bah, lui, il va dessiner l'endroit exact où les cloisons doivent être posées. Et c'est assez facile et pratique pour les gens qui doivent intervenir derrière. Canvas, bah, c'est une entreprise américaine qui fait la même chose que les compagnons, donc un robot de peinture. Donc, vous voyez, on a déjà 2 solutions à peu près dans le même format qui se ressemblent, qui permettent de faire de la peinture donc de l'intérieur. Et ça, c'est un signe, c'est certainement que c'est quelque chose qui va se développer un peu plus rapidement que d'autres qui sont peut-être parfois un peu expérimentaux encore. Bulte robotique, on est sur du terrassement, c'est une solution américaine. Là, en fait, ce sont des engins de terrassement où il y a même plus de cabine pour le chauffeur. Il y a une vidéo, vous regarderez si vous êtes curieux de ce genre de choses, il y a une vidéo sur leur site. Le gars, il arrive, il a une petite tablette, il a le plan qui est déjà prêt dans sa tablette et il lance le truc et vous avez les deux engins de chantier qui se déplacent et qui commencent à creuser les fondations de la maison. Donc, ça, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes. Sam, c'est un robot américain qui pose des parements également devant les façades, enfin, sur les façades existantes, qui rajoute les briques de parement devant. Kubo, c'est un robot angolais qu'on a commencé à voir en France. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille dans le secteur de l'isolation et qui a été invité à une présentation donc, de ce robot. C'est un robot qui peut aller sous les combles et donc projeter ensuite l'isolant dans les endroits où ça n'a pas été isolé à la construction, sous les combles. Donc ça, c'en est plus dans du bâtiment déjà construit qu'on va réhabiliter ou on va rajouter des fonctions. Après, donc, notre robot anglais qui fait des excavations. Et je voulais terminer par celui-là parce que c'est aussi un robot qui est assez célèbre. Depuis que je m'intéresse à la robotique dans le bâtiment, je vois ce produit-là. C'est un robot, ça fait 10 ans qu'il est développé en Australie.
Et donc, c'est un robot maçon qui pose des agglos. Donc, globalement, vous avez un espèce de gros camion avec un bras. On lui met la palette d'agglos dans le camion et il attrape les agglos au fur et à mesure. Les agglos, paf, se déplacent, montent dans le bras. Et au bout du bras, il y a une pince qui prend l'agglo, qui lui met la colle et qui va le poser au bon endroit et qui est tac, 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 comme ça, il continue. Et donc là, ça fait maintenant un an et demi qu'ils ont commencé vraiment à exploiter la solution. Et alors, eux, pareil, ils ne vendent pas la solution, ils vendent la prestation. Donc, certainement qu'il y a encore des évolutions de facilité d'utilisation, de mise au point, etc., qui nécessitent que pour l'instant, ça soit encore eux qui l'opèrent. Mais ça fait partie des solutions qu'on pourra voir arriver ces jours chez nous. Je sais qu'aujourd'hui, donc le produit a été développé sur de l'agglo et aujourd'hui, ils sont en train de faire des expérimentations sur de la brique en terre cuite. Donc, il y a une société, un fabricant de briques en terre cuite autrichien qui leur a passé des palettes de briques pour qu'ils puissent faire des tests avec eux. Voilà, donc ça c'est un petit panel de ce que j'ai identifié comme solution qui était déjà opérationnelle, existante. Et surtout, ce que je voudrais que vous reteniez de ça, c'est, vous voyez, c'est pas des robots qui construisent toute une maison, c'est des outils qui interviennent sur un sujet, sur un point. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que ça vous donne des idées et que derrière, vous puissiez alors, je sais pas comment je fais arrêter arrêter le partage, que derrière vous puissiez envisager de dire tiens, bah, après tout, effectivement, il y a des endroits sur les chantiers qui pour nous sont des endroits difficiles, qui sont des endroits sur lesquels on a peut-être trop d'accidents de travail ou trop de blessures, sur lesquels on a du mal à trouver du personnel parce que bah, c'est trop pénible et les gens veulent plus travailler sur ce genre de choses. C'est là où nous on voudrait pouvoir intervenir et vous accompagner dans la définition de quelle serait la solution. Donc, on peut étudier avec vous la solution d'un point de vue technique et voir si économiquement c'est viable et si on remplit ces paramètres. À ce moment-là, on est capable, nous, de mettre en œuvre les ressources nécessaires pour arriver dans 2 ans, 3 ans à avoir une solution. C'est-à-dire qu'on est sur des cycles de développement qui sont relativement longs, mais il faut qu'on travaille de concert pour pouvoir travailler, pour pouvoir développer des produits qui correspondent réellement à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Donc effectivement, tu as déjà introduit finalement une de mes questions qui était de dire que aujourd'hui, donc on a vu il y a beaucoup d'exemples déjà existants. Donc dans le partenariat qu'on peut faire avec les bâtisseurs de futur et la filière bâtiment, c'est d'utiliser Robotics Place et ton expérience sur le sourcing de solutions sur lesquelles on peut se dire, mais non, mais ça doit être trop compliqué. Et déjà, toi, tu vas nous dire, ben non, il y a des choses qui existent, etc., etc. Et donc, tu as bien insisté aussi sur le deuxième point, c'est que on peut aussi, quand ça n'existe pas ou qu'il n'y a pas de choses opérationnelles aujourd'hui, travailler sur des solutions ensemble avec les bâtisseurs de futur, avec la recherche de financement dont on parlera tout à l'heure. Mais c'est vraiment ces deux axes-là sur lesquels on peut bosser, à la fois sourcer des solutions existantes qui peuvent convenir, même si c'est appliqué dans un autre domaine comme l'industrie et qu'on va pouvoir adapter assez rapidement, ou alors pourquoi pas même construire des solutions de A à Z, quoi. Alors, et en plus, moi j'ai la nécessité aussi de mon côté d'intéresser les gens de la robotique à venir regarder ce qui se passe dans le secteur du bâtiment. L'exemple qui est le plus marquant, c'est quand on a fait cette réunion au mois d'octobre dernier à Toulouse dans le cadre du Salon Sian. C'était le dernier jour du salon, l'après-midi. Il n'y avait plus beaucoup de visiteurs sur les stands. Et donc, j'ai un des exposants qui était sur un stand qui est venu dans notre réunion juste parce qu'il s'ennuyait sur son stand. Il est venu voir, voilà, il est venu passer du temps. Puis il a écouté ce qui se passait. Puis il a dit, mais attendez, là vous êtes en train de parler d'un truc sur lequel moi je sais faire très simplement. J'ai ce que vous voudriez faire. Alors je ne veux pas vous parler parce que maintenant c'est un projet et donc on va laisser la confidentialité du truc. Mais il expliquait que ce qu'on voulait faire, le problème qui était exposé, c'était un truc que lui faisait depuis 20 ans dans l'industrie et qu'il pouvait très bien reporter cette application dans le secteur du bâtiment. Et donc, il a commencé à développer un projet et il a passé un week-end dessus dans son garage avec un bras robotisé à construire une maquette. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en cours de développement parce que ça représente un intérêt par rapport à cette profession qui avait ce besoin.
effectivement, on va pas en parler, mais il y a déjà quasiment ces trois projets qui sont en cours sur la thématique. Voilà. Donc pour vous montrer qu'effectivement, il y a des choses qui se mettent en place et que l'objectif, c'est d'ouvrir finalement aussi à d'autres entreprises, d'autres besoins. Donc on y reviendra peut-être dans les échanges tout à l'heure, Philippe. On va avancer un petit peu, mais merci déjà pour ta présentation et on verra tout à l'heure dans les échanges en fin de webinaire si voilà, s'il y a des idées ou des suggestions ou des problématiques peut-être auxquelles vous aimeriez qu'on réponde. On va passer maintenant du coup à hop, Ilias que j'ai vu arriver. Donc Ilias, je l'ai vu tout à l'heure. Donc Ilias va se présenter un petit peu dans un premier temps. Donc c'est le cofondateur d'Epure. Donc il va nous en dire un petit peu plus. Et puis après, sur la présentation du produit et de la solution, il y aura une petite vidéo Ilias comme prévu là pour montrer un petit peu les choses. Mais déjà, voilà, si tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens et c'est quoi l'histoire d'Epure au départ, quoi. Ouais. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Ilias Zinstag, je suis le président de la société Epure. Alors, Epure, d'où ça vient? On était deux cofondateurs à l'origine de cette entreprise et on était surtout deux charpentiers. Nous, on était artisans et c'est dans le cadre de la pratique de notre métier qu'on a à un moment eu cette idée et typiquement, c'était sur un chantier où on avait plus de 60 ou 70 pièces parfaitement identiques à réaliser, qu'à un moment, on s'est dit qu'il serait intéressant pour nous d'avoir un outil qui nous permette d'automatiser un peu ces tâches pour gagner en productivité, mais aussi en confort et en sécurité de travail. Epure a été cofondé par mon associé et moi-même. Mon associé, c'était Pierre Justy. Et donc, pour la petite histoire, voilà, nous, on a eu cette idée-là. Pierre, qui a la maîtrise technique des choses, a sorti un premier proto au bout de 2 ans de travail dans son garage aussi un peu, et du coup on a pu présenter notre premier proto en 2016 à un concours d'entreprise dont on a été lauréat. Au jour d'aujourd'hui, Epure, donc à 5 ans et demi, on est une bonne quinzaine de personnes à travailler dedans. Cette année, on va fabriquer une centaine de robots et 25 châssis stationnaires pour notre robot. Donc on passe un vrai cap là d'industrialisation de notre entreprise. Par rapport à, enfin, c'est la belle poursuite de notre aventure et on est très heureux de commencer à rentrer dans cette dimension industrielle qui est toute neuve pour nous. Super. Écoute, je vais passer la vidéo, Ilias, comme ça tu vas expliquer un peu plus en détail ce qu'est le produit. Je crois que c'est la V4 hein, qui va être présentée sur la vidéo. Ouais, voilà. C'est la V4. C'est pas la toute. Tu pourras couper le son de la vidéo parce que normalement il y a un petit son. Voilà. Comme ça, on n'est pas gêné par la musique. Mais voilà, notre robot, il est composé de 3 parties. Un chariot, le robot proprement dit, et le bridage. Le bridage, il est sur la pièce de bois là. Le bridage, il a 2 fonctions. C'est une mâchoire, au fait, qui permet la mise en référence de la pièce de bois pour le robot dans les 3 axes, puisque c'est une machine qui est à 3 axes. Au fait, c'est notre outil, il est très simple. Hein, c'est un moteur de broche qui est monté sur 3 axes et qui sont commandés numériquement. On peut le dire aussi différemment, c'est un peu comme une imprimante 3D inversée, c'est-à-dire qu'au lieu de poser de la matière, elle en enlève. Et donc, la première opération à faire, c'est du coup de positionner ce bridage, cette mâchoire, et ensuite on vient positionner le robot dans ce bridage. Une des spécificités de notre outil, c'est aussi son interface homme-machine, sa télécommande au fait, que nous, on a souhaité le plus simple possible pour que très rapidement, un charpentier, alors c'est intelligible par un charpentier, puisse utiliser cette machine sans nécessiter des heures et des heures de formation. Pour nous, dans l'idée d'intégrer du numérique dans les outils du bâtiment, c'était aussi de rendre ces outils plus faciles
d'utilisation et plus accessible. On voulait utiliser le numérique pour simplifier les choses et pas pour les complexifier. Ça, c'est vraiment au cœur de notre idée de départ. Et donc, c'est une machine qui sert à faire tous les usinages de charpente traditionnels. Donc, ça parlera surtout aux charpentiers, un peu moins aux autres, mais donc il s'agit de tenons, de mortaises. Donc là, à l'écran, on voit typiquement une mortaise et où on vient mettre un tenon dessus. C'est des usinages qui sont utilisés pour notamment faire des fermes. Des fermes traditionnelles qui servent à porter la couverture d'une maison. Après la vidéo, là, vous verrez quelques photos qui permettent d'illustrer les différents usages qu'on peut avoir avec cet outil. Une autre idée qui a été fondamentale dans la naissance de cette idée-là, c'était la modularité de la machine. C'est-à-dire qu'on a souhaité que notre machine, qu'elle puisse être utilisée dans plein de situations différentes, autant sur chantier qu'en atelier, pour s'adapter aux différents usages des charpentiers. On sait aussi d'expérience en tant qu'ancien artisan que, en fonction des régions en France, on n'a pas les mêmes habitudes de travail et d'organisation du travail. On travaille pas forcément avec les mêmes essences de bois et on travaille pas forcément exactement avec les mêmes types d'usinage. C'est pour ça qu'on a souhaité développer un outil qui puisse vraiment s'adapter à l'ensemble des usages qu'on peut retrouver à minima sur le territoire national. Les photos que vous voyez là, notamment celle à droite de votre écran, ça, c'est un bâtiment c'est une photo d'un de nos clients qui est charpentier dans les Landes et qui a taillé cette charpente-là avec notre outil. Alors là, ce qui a été taillé avec l'outil, on ne voit pas tout à fait ce que c'est, mais il s'agit, c'est essentiellement des tenons et des mortaises qui permettent de relier plusieurs pièces de bois entre elles et qui, une fois formées, vont former là, par exemple, une ferme traditionnelle tout à fait classique, où on a une entrée, c'est la partie horizontale, deux arbalétriers qui vont former la triangulation et le poinçon qui vient bloquer les contraintes qui sont à l'œuvre sur une ferme. Voilà, et juste pour conclure, nous, ce qu'on a souhaité aussi faire avec cet outil-là, au-delà de la modularité, c'était aussi donc la simplicité, mettre le numérique au service de la simplicité de l'utilisation des outils et de faire, en gros, pour le dire de manière un petit peu caricaturale, c'est de faire rentrer les outils des artisans dans le 21e siècle. Un des constats qu'on a fait en tant qu'artisan, c'est que autant le numérique, il envahit l'ensemble des domaines de notre vie quotidienne, mais et même dans le bâtiment, par exemple, je veux dire, tous les artisans, ils ont un smartphone, ils ont éventuellement un logiciel de CAO, mais par contre, dans leurs outils du quotidien, ceux-là, ils n'ont pas trop changé depuis 50 ans pour tout ce qui est l'électroportatif. Et je veux dire, les marteaux, on utilise des marteaux encore comme il y a 500 ans en arrière. Alors peut-être le manche, il a un peu évolué, peut-être la qualité du métal est un peu meilleure, mais fondamentalement, le concept d'outil n'a pas bougé. Nous, ce qu'on a souhaité faire, c'était aussi du coup intégrer le numérique dans les outils du bâtiment. Voilà. C'est très intéressant ce que tu nous dis, Ilias, et c'est une question que je voulais te poser aussi. Effectivement, on en avait parlé, c'est que quelquefois, il y a des métiers qui peuvent donner l'impression d'être faits à l'ancienne, et c'est compliqué aussi peut-être de recruter justement, et tu parlais un peu voilà, d'outils technologiques et d'avenir, j'allais dire, pour revenir à ce qu'on disait ensemble l'autre jour, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les jeunes générations vont être aussi intéressées finalement par des métiers dont elles vont se rendre compte qu'ils sont beaucoup plus technologiques et beaucoup plus intéressants que ce qu'ils ou elles imaginaient du coup. Et tu me disais qu'il y a beaucoup de dogbots là qui sont positionnés dans les CFA justement pour apprendre aux jeunes générations à utiliser l'outil dès leur formation, quoi. Ouais, les centres de formation, que ce soit des CFA ou des lycées professionnels,
Dans les justifications qu'ils nous apportent pour dire que notre outil les intéresse, il y en a deux principales. Alors, c'est d'une part, du coup, l'attractivité du métier, c'est-à-dire de montrer que les métiers du bâtiment, c'est en effet, ils évoluent et ce sont aussi des métiers modernes. Et notre outil, il sert justement à ça, à montrer dans ces centres de formation que, ben, ok, vous pouvez être charpentier, que c'est un métier qui est très vieux et qui est chargé de traditions et de avec tout ce qui est le compagnonnage autour, etc. Et du coup, c'est porteur de valeurs assez fortes autour de cette tradition, mais que ça n'empêche pas qu'on peut y intégrer de la modernité dedans, du numérique, et ainsi faire le pont entre des activités qui sont très marquées par la tradition et en même temps notre monde moderne, le 21e siècle, avec le numérique et du coup se faire rejoindre les deux pour les centres de formation, c'est un élément important pour redorer un peu l'attractivité des métiers du bâtiment et là, en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, nous, vraiment de la charpente. L'autre intérêt des centres de formation pour notre outil, c'est justement c'est que ce numérique-là, il est simple d'accès. Il n'est pas compliqué et il te simplifie la vie. Et que du coup, pour eux, c'est une manière aussi de sensibiliser les jeunes aux outils numériques du bâtiment, mais avec un intérêt pédagogique. C'est-à-dire qu'ils y voient vraiment une forme de pédagogie au numérique pour les métiers du bâtiment. Et ça, c'est vrai que nous, ça nous a fait plaisir qu'on nous ramène ces arguments-là parce que c'était aussi quand même à la base de notre concept et de notre idée, et que ce soit validé par des gens des centres de formation, c'était une belle reconnaissance du travail que nous avons fait. Ok. Merci beaucoup, Elias. On laissera peut-être la place aux échanges aussi en fin de webinaire. On va avancer un petit peu pour pas Bien sûr. exploser le timing, mais merci beaucoup de cette présentation déjà et bravo pour on se connaît depuis un petit moment, donc bravo pour le chemin parcouru. Parce Merci. qu'effectivement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Ouais. Mm. On va passer maintenant à Jean-Baptiste, donc qui va prendre le lead aussi avec sa présentation, donc pour nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est Alted et qui tu es, Jean-Baptiste, également. Et puis après, on aura deux petites vidéos pour montrer des robots, alors qui vont être plutôt peut-être dans des conditions extrêmes. On parlait tout à l'heure de dangerosité ou des choses comme ça, notamment sur la première vidéo qu'on verra tout à l'heure. Mais voilà, je te laisse en parler un petit peu plus en détail. Donc voilà, c'est à toi. Oui, avec le micro, ça marche mieux. Alors merci Frédéric pour l'introduction. Donc, pour ma part, j'ai créé Alted il y a un peu plus d'un an pour proposer mes services en fait en freelance en prestation mécanique et mécatronique notamment pour les startups et les PME. J'ai aussi un autre volet qui est de continuer à faire de la recherche parce que c'est mon métier depuis une quinzaine d'années, d'ingénieur de recherche. Et en particulier sur des thématiques qui permettent d'apporter de la robotique là où on ne pouvait pas le faire avant avec les techniques classiques. Un des axes sur lesquels je travaille depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle les robots parallèles à câble, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je trouve que c'est intéressant pour la construction puisque ça apporte une nouvelle façon de faire qui change pas mal de choses par rapport à l'existant. Comme Philippe l'en a parlé, les robots ils peuvent prendre énormément de formes et une des formes dont on va parler aujourd'hui consiste en fait à prendre un objet, attacher des câbles un peu dessus, un peu dans toutes les directions, un peu comme une grue finalement, sauf que le fait d'avoir des câbles dans toutes les directions, de les enrouler de façon synchrone, permet de positionner une charge dans l'espace sans balancement. C'est le principe de base qui est derrière les Skycam, qui existent depuis une trentaine d'années aujourd'hui, qui sont à peu près maintenant déployés dans quasiment tous les stades. Ça déplace une caméra dans l'espace avec 4 câbles. Ça permet d'avoir des points de vue qui n'étaient pas possible d'avoir avant et en le combinant avec un Steadicam qui permet de garder la caméra bien droite. Puisque avec 4 câbles, on peut positionner un point mais pas un objet entier. Plus tard dans le temps, on a commencé à faire des robots à câbles complets, entre guillemets, avec plus de câbles, qui permettent de prendre un objet, de le déplacer dans l'espace en 6 degrés de liberté, donc avec les translations et les rotations, et ce, toujours sans balancement. Un exemple que vous voyez au milieu, c'est
simulateur de mouvement qui a été construit pour le Max Planck Institute en Allemagne, qui permet de faire des déplacements beaucoup plus grands que ce qu'on peut avoir avec un simulateur de mouvement classique, et donc avoir une plage d'accélération notamment qui est plus intéressante. Aujourd'hui, c'est une technologie qui commence à diffuser dans le grand public, avec notamment des produits comme le Scribit qu'on voit en haut à droite. C'est finalement un robot à câble plan qui se déplace en 2D, suspendu, donc qui pend par ses câbles et qui fait des dessins sur vos murs. Vous avez aussi des particuliers qui s'y mettent. Là, par exemple, vous avez le hang printer qui est en haut, le petit objet qui est en haut, là, qui est maintenu par des câbles qu'on voit vers le haut, mais aussi sur les côtés. Ça, c'est une impression 3D qui a été faite avec ce robot-là, qui mesure 3 mètres de haut. Ça doit être une des plus hautes qui ait jamais été faite, encore plus par un particulier, et qui est aujourd'hui encore en cours de développement. Alors, pour ma part, je vais vous parler un peu de projets un peu récents qui utilisent des robots à câble pour le domaine de la construction. Le projet FASTUSC, dont vous voyez l'achèvement ici au milieu, et un projet H2020 qui a duré 4 ans, dont le principe était de développer un système de mur rideau, pas seulement le robot à câble, mais tout un système de mur rideau qui permet de positionner ce genre d'objet. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les murs rideaux. Concernant fournissant Allô. favorablement lors du bureau de l'EPF, tenu fin février. Il y a des gens en même temps, là. À la commune, je viens à l'instant de rencontrer avec Madame le maire. Pardon, merci. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les murs rideaux, en fait, on a une structure en béton sur laquelle on fixe le parement sur le bord qui n'est pas porteur. Ce sont des modules qui sont fabriqués en usine, qui ont besoin d'une précision assez élevée, de l'ordre du millimètre, puisque c'est des joints qui viennent s'insérer les uns dans les autres. C'est aujourd'hui posé avec des grues. Et le principe du projet a été de concevoir l'ensemble du système de mur rideau, donc tout ce qui est la platine de fixation, le mode de fixation, le panneau mur rideau et le dispositif de positionnement, pour le faire de façon automatisée. Ça utilise un robot à câble qui se déplace le long de la façade en s'appuyant sur les structures que vous voyez qui sont ici. Alors ça, on est sur un démonstrateur qui a été... L'avancée, c'est que ça a été fait dans conditions réelles. Donc c'est un des premiers robots à câble complets comme celui-ci qui fonctionne vraiment dans des conditions réelles d'exploitation en extérieur. Ça reste un prototype. Ça a été démontré sur un module relativement petit. Vous voyez qu'on a posé quatre modules les uns à côté des autres. Évidemment, c'est un projet qu'il faut encore déployer sur des surfaces plus grandes, mais en tout cas, on a vérifié par les calculs que c'était théoriquement faisable. On va montrer la vidéo peut-être. Ouais, si tu veux, libère si tu veux ton écran. Faut que je libère l'écran, voilà. Donc il y a une petite vidéo que Frédéric que vous pouvez voir sur YouTube. En fait, c'est le lien qu'il y a dans la présentation. Qui montre un peu comment fonctionne ce robot et les tests qui ont été faits donc sur le site d'un des partenaires, la société Acciona, qui est une entreprise de BTP en Espagne, avec ce robot. Donc là, vous voyez le bâtiment, comme je vous l'ai dit, c'est une structure réduite. Le but, c'était de montrer la possibilité de positionner ces éléments-là. Donc là, vous voyez différents éléments du robot en lui-même. Et en fait, sur le dessus du robot, vous avez une mini cellule robotique avec un petit bras robotique qui vient faire des trous à partir de la position de la plateforme dans l'espace et venir positionner la platine pour pouvoir qu'il soit positionnée elle-même de façon correcte pour qu'une fois qu'on vient venir placer le mur rideau sera à la bonne position. Alors, il y a des systèmes d'entonnoirs et de glissières qui permettent de faire en sorte qu'on atteigne la précision voulue. La précision voulue, c'est de l'ordre de millimètres. Le robot n'est pas exactement en termes de précision, c'est-à-dire d'aller à un endroit précis dans son espace. Il est de l'ordre du centimètre, pas de l'ordre de millimètre. Par contre, il est répétable, donc c'est-à-dire revenir à un endroit où il est déjà allé, il est répétable de l'ordre du millimètre. Donc en fait, on essaie de s'appuyer sur cette propriété-là pour atteindre la précision souhaitée in fine, qui est de l'ordre du millimètre. Et ça montre qu'on peut commencer à faire des choses qui sont précises avec ces objets-là.
Le deuxième projet, Ouais. le deuxième, pardon? Ouais, comme ça, après, tu reprendras la main si tu veux, mais je te propose d'enchaîner avec la deuxième, ouais. Oui, bien sûr. Donc la deuxième vidéo, ça montre un projet qui est en cours, un projet de recherche cette fois-ci entre plusieurs fondations de recherche allemandes. Une qui porte sur une université qui est à Duisbourg en Allemagne, et une fondation qui porte sur les problématiques de construction, vraiment sur la pratique de la construction, et qui cherche à faire donc un robot à câble qui construit des maisons à partir de parpaings, qui fait de la pose de briques. Pose de briques, pose de mortier, le tout de façon automatisée à partir d'un plan BIM. Ça utilise toute une batterie de capteurs. Vous voyez qu'il y a des capteurs à l'intérieur de la tête mobile qui est là pour détecter les parpaings, les parpaings précédemment posés, de façon à respecter des règles de montage qui, alors pour avoir discuté avec la personne qui faisait ça, c'est des règles de montage qui, je crois, sont spécifiques à l'Allemagne, où les parpaings doivent être positionnés à moins d'un millimètre, moins des millimètres les uns des autres, pour que ce soit acceptable pour eux. Je vais reprendre la main pour le reste. Hop. Après, voilà, ça permet de montrer un peu l'image du robot dans son ensemble. Donc, c'est une approche très allemande du problème, en mettant des capteurs dans tous les sens pour vérifier qu'on est toujours bien partout au bon endroit. On a aussi vous voyez que les câbles là partent dans tous les sens dans cette configuration-là. On se retrouve à être un petit peu moins précis qu'avec une configuration vraiment suspendue. Alors, ça apporte d'autres intérêts, c'est-à-dire qu'on peut monter, quand on est sur les bords, on est plus raide dans l'espace. Voilà, c'est des exemples qui permettent de voir les choses qui se font aujourd'hui. Alors ça, c'est pas à l'extérieur, c'est en intérieur. C'est une structure qui a été déployée dans un bâtiment. Vous voyez la structure, c'est la structure en noir que vous voyez un peu autour. Cette structure-là, elle est facile à monter. C'est une structure avec des éléments de type de structure de scène. Ça prend quelques heures à monter. Un robot à câble comme celui-ci, une fois que les modules sont calibrés, ça prend moins d'une demi-journée à calibrer. Donc en une journée, on peut avoir un objet qui commence à travailler. Il y a d'autres démonstrations, on pourra revenir dessus, qui ont été faites. Par exemple, faire de l'impression 3D en grand espace. On avait fait ça avec un institut d'architecture qui est basé en Catalogne, à partir d'argile. On avait fait ça dans le cadre d'un salon. Il y a des gens qui ont essayé de faire du terrassement aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu beaucoup de résultats sur le sujet, mais c'est une idée qui, je pense, peut être intéressante. Ce qui est intéressant à garder en tête, c'est que ce genre de robot permet d'avoir un référentiel en fait, de par sa précision, il est capable d'aller à un endroit particulier dans l'espace avec pas mal de précision. Je dis pas mal parce que c'est de l'ordre du centimètre, mais c'est quelque chose qui permet c'est quelque chose qui n'existe pas forcément aujourd'hui, quelque chose qui peut se déplacer dans un espace pareil avec un tel niveau de précision. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. La main, Frédéric. Ouais, merci beaucoup. Merci et c'est vrai que ce sont des robots qui semblent beaucoup plus peut-être beaucoup plus imposants que ce qu'on voyait tout à l'heure et avec des projets assez importants aussi peut-être. Hein. Tu parlais de l'Espagne tout à l'heure et ça m'amène aussi peut-être à parler de projets de recherche comme tu as pu mener et avec plusieurs pays et justement aux programmes européens qui peuvent être mobilisés pour ce type d'articulation et de collaboration avec plusieurs types de technologies. Donc on va maintenant du coup passer à Fred Domas, donc qui, on peut le dire, est notre spécialiste de tout ce qui va être justement financement européen. Fred, je te laisse te représenter brièvement, mais l'objectif c'est après surtout de partir sur justement le type de dispositifs qui peuvent aujourd'hui financer des projets. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des choses que Philippe peut nous sourcer qui existent déjà, mais il y a des choses qui vont peut-être nécessiter un peu plus de développement. Donc je te laisse la parole, Fred. Merci. Très rapidement, Frédéric Domas, je partage avec l'autre Frédéric Hervé, donc
la partie animation de ce cluster. Et puis par ailleurs, je suis aussi le fondateur de la société Uperion, dont le but est de faire de l'innovation tracking. Et je suis aussi expert pour la Commission européenne sur une agence qui s'appelle Cinea et qui s'occupe de tout ce qui est changement climatique et j'occupe des fonctions d'expert financier sur ces points-là. Donc rapidement, je vais te laisser Frédéric dérouler les planches et puis je vais commenter, on va passer à la planche d'après. Alors peut-être que vous avez entendu parler du nouveau programme qui est donc Horizon Europe qui a démarré en janvier 2021. C'est celui qui suit, c'est ce qu'on appelait avant les programmes cadres, c'est celui qui suit donc Horizon 2020. Très rapidement, je vous ai mis cette planche-là pour vous montrer que la structure qui avait été définie dans Horizon 2020, donc 3 piliers, a été conservée. Et quelque part, il y a eu des ajustements, donc on va les voir un petit peu en détail pilier par pilier. Très rapidement, sur la planche suivante, je vous montre la différence entre le pilier 1, ce qui existait donc en bleu ciel, qui était en fait un pilier qui soutenait la science et la recherche, on va dire au sens large, et recherche publique essentiellement, qui passe de Excellence Science à Open Science. On garde les mêmes entités, les mêmes programmes. S'il y a des universitaires parmi nous, donc ils vont retrouver toutes les actions de Marie Curie, le paiement des infrastructures de recherche. On perd la partie future emerging technology qui est transférée dans un autre pilier, donc on peut passer à la planche suivante. Donc là, le pilier 1 avait pour but de financer plutôt des instituts publics, des instituts de recherche. Sur le pilier 2, on a là des choses qui intéressent les entreprises qui ont été reprises, mais cette fois sous forme de challenge. Donc en fait, on a des thématiques particulières qui veulent être soutenues par l'Europe, donc elles sont dans les encadrés. La santé, donc avec toute la partie comment faire en sorte que entre guillemets que la santé des citoyens européens s'améliore, notamment sur les systèmes de suivi de santé à distance, sur les maladies infectieuses, sur le cancer, sur les systèmes de protection santé. On a un autre axe qui est le Digital Industry and Space. Donc, si autant sur le premier, je dirais, la partie bâtiment pouvait ne pas se sentir concernée alors qu'elle l'est, parce qu'il y a la santé aussi des travailleurs et le côté environnemental de tout ce qui est chantier. Dans la partie Digital Industry, ben, on est typiquement sur le cœur de sujet de ce soir, donc la robotisation des actions au chantier, des actions de construction, voire même des actions d'entretien, maintenance-entretien, puisqu'on va avoir toute la partie intelligence artificielle qui peut venir, je dirais, soutenir la partie manufacturing technology, donc fabrication. On a un autre axe qui est bon plus food et donc alimentation et ressources naturelles, qui peut quand même être intéressant pour tout ce qui est construction bois, par exemple, euh, puisque là on parle bien de la source, hein, de la source de matières premières. On a une partie Inclusive and Secure Society qui va être intéressante parce que, notamment sur le point cybersécurité, pour des actions qu'on avait déjà menées au sein du cluster, qui est la partie Building Operating System, donc ce qu'on appelle le BOSS, qui est une partie qui est étroitement liée à l'exploitation du bâtiment et qui donc fait qu'aujourd'hui, ben, la plupart des bâtiments sont connectés, ce qui inclut, entre guillemets, un risque de sécurité. Donc là-dessus, on va pouvoir avoir des actions de financement. Et puis bien sûr, le dernier axe qui est la partie climate, donc changement climatique et en fait énergie. Donc là, on a un axe qui est clairement identifié, Building and Industrial Facilities in Energy Transition. Donc là, encore une fois, on va être sur tout ce qui va être meilleure isolation, bâtiment à coût très bas en carbone, voire zéro, voire positif. Voilà.
Donc ça, c'est pour vous donner quand même l'axe 2. L'axe 3, rapidement, bon, en fait, c'était avant Industrial Leadership et il passe à Open Innovation. Ce qui est très, très remarquable, c'est qu'il y avait un programme qui était donc Innovation in SMEs qui devient en fait quelque part majoritaire et qui se décline sous un format de l'EIC, le European Innovation Council, qui a été créé donc en janvier 2021, les écosystèmes à l'innovation qui sont donc restructurés, et surtout les EIT, les European Institute of Innovation and Technology, qui étaient un peu peut-être méconnus et qui du coup reprennent un peu reprennent un peu plus d'action et vont être là pour aider justement les innovateurs et les innovations à différents stades. Alors si on passe à la planche suivante, on va juste voir pour vous donner les budgets qui ont été associés. Donc c'est les rangs jaunes et c'est bien des billions, c'est-à-dire des milliards. Vous pouvez voir que le pilier 2, celui que j'ai pris un peu plus de temps à détailler, est celui qui est le mieux doté, puisqu'on a à peu près 53 milliards d'euros qui vont être qui sont positionnés sur cet axe-là. Et quand même sur le pilier 3 qui va intéresser aussi des innovateurs, notamment au travers de l'EIC et des EIT. On va avoir quand même principalement là sur ces deux actions 99% du budget du pilier 3. Voilà, alors très rapidement pour finir, avec deux planches, un toujours à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'on peut financer? Les financements maintenant se font via le niveau de maturité technologique de départ et visé. Donc on peut voir que la première étape sur quelque chose qui devrait se développer et qui est encore à l'étape de la preuve du concept, on va retrouver le lycée Pathfinder qui peut financer jusqu'à 3 millions d'euros, qui est, alors là c'est un financement à 100%, donc ce qui est quand même très 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 intéressant, mais il faut être un consortium d'au moins 3 entités donc au moins 3 pays. Un peu comme Monsieur Isard l'a présenté tout à l'heure, quand il y a voilà, des étapes très très précoces qui peuvent impliquer des instituts de recherche donc étrangers aussi. On a une étape, donc là on est bien sûr des TRL 1 de départ pour arriver à des TRL 3, 4, donc on est encore à la preuve du concept. Sur la partie quelque part pilote, pardon, on a le lycée transition qui peut aller jusqu'à un financement toujours à 100% à 2,5 millions. Donc là, on est dans ce qu'on appelait typiquement avant la vallée de la mort du financement, là où il y avait le plus grand monde, voire personne. L'Europe a souhaité soutenir cette partie-là, elle était compliquée, et notamment parce qu'elle demande à des entreprises de passer au stade de preuve du concept, au stade de pilote. Donc là, pour le coup, on est du TRL 3, 4 et on va vers le TRL 6. L'idée est là d'accompagner même une PME toute seule. Et on va finir par le lycée Accelerator qui, lui, va jusqu'à 2,5 millions en subvention. Ce que j'ai dit à chaque fois, c'était en subvention. Mais dans ce cas-là, on n'est plus à 100%, on est à 70% du montant du budget. Les 30% qui restent doivent être pris en charge par la société. Et on a rajouté la 15 millions parce que l'Europe a décidé que l'entreprise pouvait, en plus de la subvention, demander de l'equity, c'est-à-dire demander une prise de participation de l'Europe dans la société, notamment au travers du European Investment Fund, l'EIF, qui peut monter jusqu'à 15 millions en prise de participation dans cette société. Et donc là, on va couvrir des TRL 6 à 9, c'est-à-dire vraiment la fin du programme pilote et la partie commercialisation avec les premières ventes, les premiers clients contents. Voilà, donc ça c'était très, très rapidement pour la partie Europe. Après, je vous rappelle, c'est pas encore sorti. Il n'y a pas encore d'appels qui sont en cours. Ils devraient sortir à la fin du mois, ou du moins pendant ce mois-ci. Ce sont les appels Interreg. Donc, les appels Interreg sont des appels qui vont être transnationaux et notamment transfrontaliers. Donc on est en Occitanie, on a des voisins
espagnol, donc ce qui veut dire quand même trois régions espagnoles qui peuvent être impliquées. Là aussi, c'est des projets plus simples à mettre en place. La partie validation se fait au niveau des commissariats délégués, donc soit au niveau de la région Occitanie, soit en région Pays Basque espagnol, puisqu'il y a ces deux commissariats délégués de l'Europe. 5 axes qui vont être soutenus: recherche innovation, compétitivité des entreprises, bas carbone, euh, tout ce qui va être mis en place pour combattre le changement climatique et tout ce qui va être l'environnement et les ressources. Donc on retrouve quand même les axes forts que l'Europe a mis en place au niveau d'Horizon Europe, mais cette fois un peu plus ouvert, un peu plus bottom-up quelque part, et donc là pour le coup des dossiers peut-être aussi un peu plus rapides au plan européen, mais qui inclut d'avoir plusieurs partenaires, et notamment, comme je l'ai dit, je le répète et j'insiste un peu dessus, sur des partenaires avec donc France-Espagne dans le consortium. Voilà, c'est très très rapide, mais tout ça pour vous dire Merci. que Ouais. si vous avez une interrogation, un besoin, ben, le cluster est là pour voir avec vous quel est le meilleur outil à déclencher le plus rapidement possible. Voilà, merci. Effectivement, l'objectif était de montrer l'articulation et de façon très concrète aussi entre le sourcing de technologies soit existantes ou le développement de nouvelles technologies grâce justement à la présence de Philippe et de Robotics Place, et de l'autre côté, d'avoir aussi des solutions pour financer, pour orienter ces programmes. Et c'est aussi toute l'offre finalement des bâtisseurs de futur là qui est résumée dans cette articulation qui doit permettre derrière de rendre concret justement les projets que vous imaginez autour de vos besoins. Ce qui nous amène à cette petite phase d'échange et de suggestion. On a un petit peu débordé au niveau du timing, mais le but, c'est quand même de garder un petit peu de temps sur les questions qu'il pourrait y avoir par rapport à ce qui a été présenté, les questions que vous pourriez avoir auprès des intervenants, voire même voilà, des problématiques auxquelles vous pensez, même si effectivement la confidentialité fait que peut-être on va pas enfin que les problématiques vont peut-être pas ressortir là en public dans le webinaire, mais l'objectif c'est aussi de vous laisser la possibilité de vous exprimer et de nous contacter peut-être en décalé derrière. Mais voilà, je vous laisse quelques minutes si vous avez des remarques, des suggestions ou des questions. N'hésitez pas à lever la main, voire à ouvrir votre micro, ou si vous êtes trop timide, vous le mettez dans le chat. Non, moi, je vais juste pour la Fédération du bâtiment, du coup, faire une remarque d'ordre général, mais qui complète celle de Philippe en introduction, c'est que la robotique, il faut intéresser la robotique au bâtiment, mais inversement, il faut intéresser le bâtiment à la robotique. Ça marche dans les deux sens, et qu'effectivement, on a besoin de savoir du côté de nous, de nos entreprises, ce qui est possible, parce que la force de l'habitude, c'est aussi ce que disait Ilias tout à l'heure, c'est-à-dire que la force de l'habitude ou la force des traditions fait que on réfléchit pas forcément à faire différemment, alors qu'on a un vrai enjeu. Je pense qu'on est maintenant, toutes les études le corroborent, on est le secteur économique où la productivité a le moins progressé sur les 10 dernières années. Donc il y a sûrement une relation de cause à effet, je pense. Enfin, en tout cas, je le pense. Et là-dessus, on a des choses sur lesquelles il faut progresser. Et du coup, le rapprochement avec de nouveaux process de production est important. Et je pense qu'effectivement, on a déjà fait un pas avec le numérique autour, on va dire, en termes de conception, de gestion. Il faut qu'on arrive en phase de production. Ça, c'est pas gagné encore, mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Je voudrais rajouter un complément là-dessus parce que parfois on se dit qu'on ne pourra pas faire certains travaux avec des robots parce que c'est trop compliqué, c'est trop pointu et que les robots ne pourront pas le faire. Et c'est vrai. Mais en fait, souvent ce que le robot fait, c'est il fait les 80% du boulot qui sont pénibles, qui sont pas motivants,
mais il laisse le professionnel, celui qui a l'expertise du métier, faire les 20% qui sont plus techniques et que le robot ne saura pas faire avant peut-être plusieurs dizaines d'années parce que c'est trop technique. Mais ce qu'on essaye de faire, nous, c'est la partie qui fait le truc le plus, je ne vais pas être mal poli, j'essaie de rester mais le plus sans intérêt, je dirais, par rapport à la technicité du métier. Donc, s'il faut aligner des pièces de quelque chose au kilomètre, ça, c'est pas très complexe et ça peut être fait par un robot. S'il y a des trucs à faire dans les angles, s'il y a des découpes, s'il y a des choses très pointues à faire, ben ça sera de l'ordre du professionnel qui, lui, a l'expertise. Je pense que c'est dans cet esprit-là aussi qu'il faut réfléchir, de se dire, dans ce que je fais tous les jours, il y a cette partie-là, c'est pointu et c'est moi qui suis l'expert qui vais le faire. Mais cette partie-là où j'aligne des trucs, là, j'aimerais bien avoir un outil qui me le fasse. Je pense que là, la démonstration et les cas concrets qui ont été présentés peuvent donner des idées. Alors, tout le monde n'était pas dispo, malheureusement, pour ce webinaire, mais on va de toute façon nous faire passer à l'ensemble de notre liste le lien de la vidéo et quelques éléments, justement, que vous avez pu nous présenter. Parce que l'objectif, c'est peut-être plus qu'en décalé. On a des choses qui nous remontent, nous, via le cluster, effectivement, de gens qui vont vouloir peut-être tester telle ou telle solution ou présenter telle ou telle problématique. Donc du coup, l'objectif, c'est finalement la preuve par des exemples concrets comme on l'a fait aujourd'hui. Et le but, c'est de continuer à démontrer finalement les choses qui existent aujourd'hui et qui sont envisageables. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce que je vois que les gens partent petit à petit par rapport au timing, je pense aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres propositions. N'hésitez pas, si c'est le cas, avant qu'on coupe. Je voulais dire que j'étais d'accord avec Philippe, il faut pas la robotique, il ne faut pas la viser à 100%. Il faut vraiment viser sur un outil robotisé et laisser le métier aux professionnels et le robot juste comme un outil assez simple à faire. L'exemple d'Épure est parfait là-dessus. Ils ont fait un outil utile. Et, voilà. Il faut aller dans cet objectif-là en n'étant pas une machine spéciale, mais en utilisant un robot de commerce. En effet. D'autres remarques? Disons que moi, je rajouterais qu'en fait, il faudrait donner du palpable en termes de gains en valeur ajoutée. Parce que, en fait, nous, ce qui nous intéresse aussi, on est un peu terre à terre, c'est savoir combien ça coûte à l'achat et l'investissement, le retour. Donc, ça serait pas mal aussi de donner des valeurs d'investissement et de donner des chiffres de gains par rapport au niveau sur la main-d'œuvre, ce qu'on peut gagner tout. Surtout qu'en ce moment, avec le prix des matières premières et du carburant, on le sent bien dans le bâtiment. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être, qui, pour nous, dans le bâtiment, c'est surtout quelque chose qui va nous parler, quoi. Voilà. C'est un point qui est. Sur les produits qui sont déjà existants, parce que sur les projets futurs, compliqué, il faut pas par contre, mais c'est ce que je disais, en fait, quand on a un projet qui se développe, on regarde d'abord techniquement comment on peut le faire, et puis une fois qu'on a vu techniquement comment on peut le faire, on se dit est-ce que c'est économiquement intéressant de le faire? Parce que si on est plus cher à le faire avec de la robotique, il ne faut pas le faire. Et je ne sais pas si. Ouais, je sais pas si Ilias est toujours là, mais peut-être ça peut être intéressant. Ilias, tu montrais le schéma tout à l'heure là dans le visuel, c'était pas le schéma, le visuel, là, la photo de la réalisation qui avait été faite. Toi, est-ce que tu as des indicateurs là-dessus qui te disent qu'avec le Hawkbot, par exemple, sur ce type de projet-là, tu gagnes, je sais pas, X heures, X jours grâce à ton outil par rapport à une méthode à l'ancienne? Alors, il est clair que tu gagnes un peu de temps. C'est vrai que nous, on a encore on souhaite encore améliorer notre outil pour que le gain de productivité soit plus conséquent et plus marqué que ce qu'il n'est aujourd'hui. Après, au-delà du gain de productivité, on va dire que la productivité, elle se mesure aussi par rapport moi je dirais au confort de travail, à la sécurité aussi et à la qualité du travail rendu à la fin. C'est-à-dire que la productivité, c'est aussi un ensemble de choses.
et une tâche peut être réalisée très rapidement, mais si elle est mal faite, bon, là, ça a peu d'intérêt. Et qu'il faut vraiment voir dans la globalité. Et puis, un des éléments aussi qui est intéressant avec la robotique et où là, la productivité, elle est difficile aussi à mesurer, en tout cas pour nous, c'est que avec notre robot, quand le robot il travaille, l'artisan il peut faire autre chose. Alors qu'avec la méthode traditionnelle des outils électroportatifs classiques qu'on peut rencontrer qu'on utilisait jusque-là, l'utilisateur il tient dans ses mains l'outil. Et donc, il ne peut pas se consacrer à autre chose. Et du coup, bon, voilà, il y a un temps masqué à valoriser, il y a une qualité de finition quand tu veux le faire à la main, en tout cas pour nos opérations en charpente traditionnelle, pour arriver au même niveau de qualité, il faudrait par usinage au moins 1 heure. Voilà, donc, bon, voilà, c'est tout un ensemble de choses à mesurer. Nous, on a quand même fait des calculs et aussi des retours de la part de nos clients, et le gain de productivité, il est au moins de 30%. J'ai une autre information aussi de cet ordre-là sur la partie impression 3D. Vous savez, cette solution qui imprime d'abord l'isolation et dans lequel on coule le béton après. Cette solution-là, en fait, le bâti terminé, c'est-à-dire le mur isolé, revient au même prix que si on le fait de façon traditionnelle. Sauf qu'on peut le faire en 24 heures, on construit l'ensemble des murs d'une maison, et donc on peut en faire beaucoup plus sur une période donnée. Donc la productivité est là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va s'améliorer, parce que là, on est sur un début de solution. Dans 5 ans, ça coûtera beaucoup moins cher parce que la solution elle aura évolué, qu'elle se sera améliorée. Et que, donc aujourd'hui, elle commence en étant au même prix que le traditionnel, mais ça va aller en baissant. Attention, on parle aux anciens coûts du béton ou aux nouveaux coûts du béton. Hein. Le coût du matériau pour la faire, ça c'est le même que ouh, la hausse pour l'uréthane et le béton, on a pris 2 claques, hein, 2 mois. Non, mais je veux dire, si tu le fais au même moment, ça sera le même prix. Ouais. Je trouve aussi ce qui est intéressant aussi en mettant des outils robotisés, c'est donner de l'intérêt à valoriser l'expert dans le bâtiment, enlever de la pénibilité et donc parce que si j'ai bien cru comprendre, il y a des problèmes de recrutement. Voilà, si on voit quelqu'un qui veut dire qu'il va manipuler un robot, mais qui va pas avoir les trucs pénibles et qui va manipuler le robot, qui va monter en compétences, en recrutement, je pense que c'est plus facile derrière aussi. Mais lors de la réunion qu'on avait fait au salon du CIAN à Toulouse, où j'étais avec Monsieur Roussel, la grande discussion que nous avons eue ensemble, c'était sur le gain sur la pénibilité. Dans le bâtiment, nous avons un gros problème de recrutement. Il ne faut pas l'oublier, et le problème, il est là. Et les gens, ils ne viennent pas à cause de la pénibilité du travail. Donc là, ouais, c'est sûr que si le robot enlève la partie pénible, pas la partie complexe du savoir-faire, je pense que c'est une bonne solution. Tout à fait. Et la partie intelligente à robotiser tout ça, techniquement, comme disait Philippe, ça doit être faisable. Mais dans quelques années, financièrement, c'est pas valable, quoi. Parce qu'on aura des cas à chaque fois différents, quoi. Il faut mettre de l'IA, genre de choses, et c'est pas encore prêt, hein, loin de là. Alors, merci pour la transition. Il est 18h15 et je voulais vous proposer d'avancer vers la clôture de l'événement et laisser la parole à Stéphane qui va nous annoncer le prochain retour de chantier, donc qui sera le 7 avril. Et vu qu'on parlait d'IA, Stéphane, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer le 7 avril, du coup. Oui, donc notre 3e rendez-vous sera donc autour de quelques exemples, puisqu'on reste sur ce principe-là de montrer des choses qui existent autour de l'IA. Donc, sera introduit par Claire Guidi, qui est chargée de mission auprès de la direction de la Fédération française du bâtiment, donc notre grande maison, mais au niveau national, et qui, elle, s'occupe du groupe de travail intelligence artificielle auquel je participe. Elle viendra nous poser aussi la stratégie qu'on a, nous, au niveau du BTP par rapport à l'IA. Et deux présentations de cas concrets. Donc, Florian Geoffroy
qui développe, donc lui, est fondateur de l'entreprise EasyMade AI et qui travaille sur une intelligence artificielle liée à la voix. Et Viviana Contreras, à Cantas, elle, c'est intelligence artificielle, mais liée plutôt à l'image et spécifiquement à la gestion des déchets du BTP. Enfin, gestion des déchets au sens large, avec beaucoup d'expérience sur l'industrie et qui commence aussi à venir sur le BTP. Florian Geoffroy, lui, a développé un outil donc de devis facturation qui se gère intégralement par la voix et donc très adapté aux très petites entreprises en fait. Voilà. Ça marche. Merci Stéphane. Donc, on vous enverra les invitations qui vont bien. Juste en clôture, donc du coup, on est à votre écoute pour travailler sur vos problématiques et vos projets autour de la robotique, effectivement, dans un premier temps. Et comme vous l'avez vu, il y a des acteurs qui sont là pour travailler avec nous et vous trouver des solutions et également les chiffrer et surtout chiffrer leur retour sur investissement pour reprendre les questions effectivement du président. Donc, on est à votre écoute. N'hésitez surtout pas. Je tiens à remercier particulièrement donc tous les participants webinaire, Philippe, Jean-Baptiste, Fred et Elias. Du coup, merci de nous avoir donné ces éléments concrets qui nous permettent finalement de voir qu'effectivement, ce qui pourrait quelquefois sembler être du futur, c'est réel aujourd'hui. Et donc, je vais clôturer sur notre baseline qui est effectivement tout à fait cohérente avec ce qu'on vient de se dire. Donc, ensemble, construisons demain dès aujourd'hui. Et puis surtout, rendez-vous le 7 avril pour le prochain retour de chantier, où on espère vous retrouver nombreux également.